L'orthodoxie est la religion du futur, de Hieromoine Séraphim Rose. Dans le chapitre précédent, il a été question de l'émergence, dans les années 70 en Occident, d'une nouvelle conscience religieuse, et de son pouvoir de séduction toujours plus grand et néfaste sur ceux-là même qui se considèrent comme chrétiens. Dans le chapitre présent, nous allons examiner les implications spirituelles d'un phénomène apparemment non religieux de notre temps qui aide à former cette nouvelle conscience religieuse, même parmi les gens qui pensent qu'ils sont loin de tout intérêt religieux. Parce que le contenu de ce chapitre est très dense, nous commencerons ici dans cette vidéo par la lecture des 3 premières parties. Une seconde vidéo sera produite pour la lecture des 2 dernières parties du chapitre. Nous vous souhaitons bonne écoute, que Dieu bénisse. Les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale, qui ont vu l'augmentation étonnante des cultes religieux orientaux et de leur influence en Occident, ont également vu le début et la propagation d'un phénomène parallèle qui, bien qu'apparemment sans rapport avec la religion, est tout autant un signe de l'ère post-chrétienne et de la nouvelle conscience religieuse que les cultes orientaux. Ce phénomène est celui des objets volants non identifiés qui auraient été vus dans presque toutes les régions du monde depuis que la première soucoupe volante a été repérée en 1947. La crédulité et la superstition humaine, qui ne sont pas moins présentes aujourd'hui qu'à n'importe quel moment de l'histoire humaine, ont amené ce phénomène à être lié dans une certaine mesure aux marginaux cinglés de l'univers des cultes religieux. Mais il y a eu également un intérêt suffisamment sérieux et officiel pour que soient rédigées plusieurs enquêtes gouvernementales et un certain nombre de livres écrits par des scientifiques réputés. Ces investigations n'ont abouti à aucun résultat positif dans l'identification de ces objets en tant que réalité physique. Cependant, les dernières hypothèses proposées par plusieurs chercheurs scientifiques pour expliquer ces phénomènes semblent en réalité se rapprocher d'une explication plus satisfaisante que les théories précédentes. Mais en même temps, ces nouvelles hypothèses nous amènent au bord de la réalité, à l'image du titre d'un nouveau livre scientifique à ce sujet, aux limites de la réalité psychique et spirituelle que ces chercheurs ne sont pas équipés pour appréhender. La richesse de la connaissance biblique et patristique précisément en ce qui concerne cette réalité place l'observateur chrétien orthodoxe dans une position particulièrement avantageuse pour évaluer ces nouvelles hypothèses et les phénomènes ovnis en général. L'observateur chrétien orthodoxe, cependant, s'intéresse moins aux phénomènes eux-mêmes qu'à la mentalité qui leur est associée. Comment les gens interprètent-ils communément les ovnis et pourquoi? Parmi les premiers à aborder la question des ovnis de cette manière, dans une étude sérieuse, fut le célèbre psychologue suisse Carl Gustav Jung. Dans son livre de 1959, Un mythe moderne, il a abordé ces phénomènes comme quelque chose de psychologique et de religieux dans leur signification première. Et bien que lui-même n'ait pas tenté de les identifier comme une réalité objective, il a néanmoins saisi le domaine de la connaissance humaine auquel elles appartiennent en réalité. Les enquêteurs d'aujourd'hui, tout en partant du côté objectif et non du côté psychologique de la question, ont également jugé nécessaire d'émettre des hypothèses psychiques pour expliquer les phénomènes. En abordant le côté religieux et psychologique des phénomènes ovnis, il est important pour nous, tout d'abord, de comprendre l'arrière-plan en termes duquel les soucoupes volantes ont généralement été interprétées par ceux qui croient en leur existence depuis l'époque de leur première apparition dans les années 40. Qu'est-ce que les hommes étaient prêts à voir dans le ciel? La réponse à cette question peut être trouvée dans un bref aperçu de la littérature de science-fiction populaire. Les historiens de la science-fiction retracent généralement les origines de cette forme littéraire au début du XIXe siècle. Certains préfèrent voir ses débuts dans les nouvelles d'Edgar Allan Poe, qui allient un style réaliste persuasif à un sujet toujours teinté de mystérieux et d'occultisme. D'autres voient le premier écrivain de science-fiction dans le contemporain anglais de Poe, Mary Wollstonecraft Shelley, l'épouse du célèbre poète Percy Bysshe Shelley.
Son livre, Frankenstein, ou Le Prométhée moderne, combine science fantastique et occultisme d'une manière caractéristique de nombreuses histoires de science-fiction depuis lors. Le récit typique de science-fiction, cependant, devait arriver avec la fin du XIXe et le début du XXe siècle, de Jules Verne et H.G. Wells à nos jours. D'une forme de littérature largement médiocre publiée dans les périodiques spécialisés américains des années 30 et 40, la science-fiction est devenue adulte et respectée sur la scène internationale au cours des dernières décennies. En outre, un certain nombre de films extrêmement populaires ont montré à quel point l'esprit de la science-fiction a captivé l'imagination populaire. Les films de science-fiction les moins chers et les plus sensationnels des années 50 ont cédé la place au cours de la dernière décennie à des films d'idées à la mode comme 2001, L'Odyssée de l'espace, Star Wars et Rencontres du troisième type, sans parler de l'une des séries télévisées américaines les plus populaires et d'une grande longévité, Star Trek. L'esprit de la science-fiction dérive d'une philosophie ou d'une idéologie sous-jacente, plus souvent suggérée qu'exprimée ouvertement, qui est partagée par pratiquement tous les créateurs d'œuvres de science-fiction. Cette philosophie peut être résumée dans les principaux points suivants. Point 1. La religion, au sens traditionnel du terme, est absente, ou bien présente de manière très fortuite ou artificielle. La forme littéraire elle-même est évidemment un produit de l'âge post-chrétien, déjà évident dans les histoires de Poe et de Shelley. L'univers de la science-fiction est totalement séculier, bien que souvent avec des connotations mystiques de type occulte ou oriental. Dieu, s'il est mentionné, est une puissance vague et impersonnelle, pas un être personnel. Par exemple, la force de Star Wars, une énergie cosmique qui a un bon côté et un mauvais côté. La fascination croissante de l'homme contemporain pour les thèmes de la science-fiction est le reflet direct de la perte des valeurs religieuses traditionnelles. Point 2. Le centre de l'univers de la science-fiction, à la place du Dieu absent, est l'homme. Généralement pas l'homme tel qu'il est maintenant, mais l'homme tel qu'il deviendra dans le futur, conformément à la mythologie moderne de l'évolution. Bien que les héros des histoires de science-fiction soient généralement des humains reconnaissables, l'intérêt de l'histoire se concentre souvent sur leur rencontre avec divers types de surhommes issus de races hautement évoluées du futur, ou parfois du passé, ou de galaxies lointaines. L'idée de la possibilité d'une vie intelligente hautement évoluée sur d'autres planètes fait maintenant partie de la mentalité contemporaine, à tel point que leur évidence est assumée même par des spéculations scientifiques et semi-scientifiques respectables. Ainsi, une série de livres populaires comme ceux de l'ufologue suisse Erich von Däniken trouve des preuves supposées de la présence d'êtres extraterrestres ou de dieux dans l'histoire ancienne, qui seraient responsables de l'apparition soudaine de l'intelligence chez l'homme, difficile à expliquer par la théorie de l'évolution traditionnelle. Des scientifiques tout à fait sérieux d'Union soviétique supposent que la destruction de Sodome et Gomorrhe était due à une explosion nucléaire, que des êtres extraterrestres ont visité la Terre il y a des siècles, que Jésus-Christ a été un cosmonaute, et qu'aujourd'hui nous serions sur le seuil d'une seconde arrivée d'êtres intelligents venus de l'espace. Des scientifiques occidentaux tout aussi sérieux pensent que l'existence d'intelligences extraterrestres est suffisamment probable pour que depuis au moins 18 ans, ils essaient d'établir un contact avec elles au moyen de radiotélescopes, et actuellement au moins 6 recherches sont menées par des astronomes dans le monde entier pour trouver des signaux radio intelligents en provenance de l'espace. Les théologiens protestants et catholiques contemporains, qui ont pris l'habitude de suivre la science partout où elle les conduit, font des spéculations dans le nouveau domaine de l'exothéologie, c'est-à-dire la théologie de l'espace extraterrestre, sur la nature possible des races extraterrestres, voir la revue Time du 24 avril 1978. On ne peut guère nier que le mythe derrière la science-fiction exerce une forte fascination même sur nombre de savants de notre époque. Les êtres futurs évolués dans la littérature de science-fiction sont invariablement considérés comme ayant dépassé les limites de l'humanité actuelle, en particulier les limites de la personnalité. Comme le dieu de la science-fiction, l'homme est également devenu étrangement impersonnel.
Dans le livre Les enfants d'Icare d'Arthur Charles Clarke, la nouvelle race humaine a l'apparence d'enfants, mais leurs visages sont dépourvus de personnalité. Ils sont en train d'être guidés vers des transformations évolutionnaires encore plus élevées, pour finalement être absorbés dans le maître esprit impersonnel, l'Overmind. En général, la littérature de science-fiction, en contraste direct avec le christianisme, mais en accord avec certaines écoles de pensée orientales, associe le progrès évolutif et la spiritualité à la perte de la personnalité. Point 3. Le monde et l'humanité du futur sont ostensiblement vus par la science-fiction comme les projections des découvertes scientifiques actuelles. En réalité, cependant, ces projections correspondent remarquablement bien à la réalité quotidienne des expériences occultes ouvertement démoniaques à travers les âges. Parmi les caractéristiques des créatures hautement évoluées du futur figure la communication par télépathie, la capacité de voler, de se dématérialiser et de se matérialiser, de transformer les apparences des choses ou de créer des scènes et des créatures illusoires par la pensée pure, voyager à des vitesses dépassant toute technologie moderne, prendre possession des corps des terriens. Et l'exposition d'une philosophie spirituelle qui se situe au-delà de toutes les religions et promet un état où les intelligences avancées ne seront plus dépendantes de la matière. Nous avons ici le répertoire courant des sorciers et des démons de tous les temps. Une histoire récente de la science-fiction note qu'un aspect persistant de l'univers de la science-fiction est le désir de transcender l'expérience normale à travers la présentation de personnages et d'événements qui transgressent les conditions de l'espace et du temps tels que nous les connaissons. Voir à ce sujet le livre de Robert Scholes et Eric S. Rabkin, Science Fiction, History, Science, Vision, aux éditions Oxford University Press, 1977, page 175. La recherche et les expériences actuelles en parapsychologie indiquent également une future connexion de la science avec l'occultisme, un développement avec lequel la littérature de science-fiction est en pleine harmonie. La science-fiction en Union soviétique, où elle est tout aussi populaire qu'en Occident, bien que son développement ait été un peu différent, a exactement les mêmes thèmes que la science-fiction occidentale. En général, les thèmes métaphysiques de la science-fiction soviétique, qui travaillent sous l'œil vigilant des censeurs matérialistes, proviennent de l'influence d'écrivains occidentaux ou de l'influence directe hindoue, comme dans le cas de l'écrivain Ivan Efremov. Le lecteur de science-fiction soviétique, selon un critique, émerge avec une vague capacité à distinguer les démarcations critiques entre la science et la magie, entre le scientifique et le sorcier, entre le futur et la fantaisie. Le même écrivain affirme que la science-fiction, à la fois orientale et occidentale, comme d'autres aspects de la culture contemporaine, confirme le fait que le stade supérieur de l'humanisme est l'occultisme. Voir à ce propos l'ouvrage de G.V. Gribbens, Ivan Efremov's Theory of Soviet Science Fiction, aux éditions Vantage Press, New York, 1978, pages 108 à 110. Point 4. Par sa nature futuriste même, la science-fiction a tendance à être utopique. Peu de romans ou de nouvelles décrivent réellement une société future parfaite, mais la plupart traitent de l'évolution de la société d'aujourd'hui vers quelque chose de supérieur, ou de la rencontre avec une civilisation avancée sur une autre planète, avec l'espoir ou la capacité de surmonter les problèmes d'aujourd'hui et les limitations de l'humanité en général. Dans la science-fiction d'Efremov et d'autres soviétiques, le communisme lui-même devient cosmique et commence à acquérir des qualités non matérialistes, et la civilisation post-industrielle est de type hindou. Les êtres avancés de l'espace extraterrestre sont souvent dotés de qualités appartenant habituellement aux sauveurs, et les atterrissages d'engins spatiaux sur Terre annoncent souvent des événements apocalyptiques, généralement l'arrivée d'êtres bienveillants pour guider les hommes dans leur avancement évolutif. Pour résumer, la littérature de science-fiction du XXe siècle est elle-même un signe clair de la perte des valeurs chrétiennes et de l'interprétation chrétienne du monde. Elle est devenue un puissant vecteur de diffusion d'une philosophie non chrétienne de la vie et de l'histoire, largement sous l'influence occulte et orientale, ouverte ou dissimulée. Et dans une période cruciale de crise et de transition de la civilisation humaine,
Elle fut une force primordiale pour créer l'espoir et l'attente réelle de visiteurs de l'espace qui résoudront les problèmes de l'humanité et conduiront l'homme à un nouvel âge cosmique de son histoire. Tout en paraissant scientifique et non religieuse, la littérature de science-fiction est en réalité un propagateur de premier plan, sous une forme laïque, de la nouvelle conscience religieuse qui se répand à l'échelle mondiale alors que le christianisme recule. Tout cela est un arrière-plan qu'il nous faut comprendre pour discuter des manifestations réelles des ovnis ou objets volants non identifiés, qui correspondent étrangement aux attentes pseudo-religieuses suscitées chez l'homme post-chrétien. Bien que la fiction, pourrait-on dire, ait en quelque sorte préparé les gens à l'apparition d'ovnis, notre compréhension de leur réalité objective ne peut évidemment pas être dérivée de la littérature ou des attentes et des fantasmes humains. Avant de pouvoir comprendre ce qu'ils pourraient être, il faut s'interroger sur la nature et la fiabilité des observations qui en ont été faites. Y a-t-il vraiment quelque chose là-haut, dans le ciel, ou le phénomène n'est-il qu'une question de fausse perception d'une part, et de réalisation de souhaits psychologiques et pseudo-religieux d'autre part? Un aperçu fiable des phénomènes ovnis a été donné par le docteur Jacques Vallée, un scientifique français vivant en Californie, possédant des diplômes avancés en astrophysique et en informatique, et qui a été impliqué dans l'analyse scientifique des rapports d'ovnis depuis plusieurs années. Son témoignage nous est d'autant plus précieux qu'il a étudié de près les observations d'ovnis en dehors des États-Unis, notamment en France, et est ainsi en mesure de donner une image juste de leur distribution globale. Dans son livre « UFOs in Space, Anatomy of a Phenomenon » aux éditions Ballantine Books, New York, 1977, le docteur Vallée constate que, bien que des objets volants étranges aient été observés à plusieurs reprises au cours des siècles passés, leur histoire moderne en tant que phénomène de masse commence pendant et juste après la Seconde Guerre mondiale. L'intérêt américain a commencé avec les observations de 1947, mais il y a eu un certain nombre d'observations avant cela en Europe. Pendant la Seconde Guerre mondiale, de nombreux pilotes ont signalé d'étranges lumières qui semblaient être sous contrôle intelligent. Et en 1946, en particulier au mois de juillet, il y a eu toute une série d'observations en Suède et dans d'autres pays du nord de l'Europe. Les observations de cette vague scandinave ont d'abord été interprétées comme des météores, puis comme des roquettes ou fusées fantômes ou des bombes, et enfin comme un nouveau type d'avion capable de mouvements extraordinaires dans le ciel, mais ne laissant aucune trace sur le sol même lorsqu'il semblait atterrir. La presse européenne était pleine de rapports sur cette vague d'observations, et tout le monde en Suède en parlait. Quelques milliers d'observations ont été signalées, mais pas une seule fois l'hypothèse d'une origine extraterrestre ou interplanétaire n'a été suggérée. Le docteur Vallée conclut que la vague a été causée par des objets réellement existants, mais non identifiés, et non par une quelconque rumeur d'ovnis ou attente de visiteurs de l'espace. Dans cette vague de soucoupes et les suivantes, il trouve une absence totale de corrélation entre l'intérêt répandu pour la science-fiction et les pics d'activité ovni. Auparavant, il n'y avait pas eu non plus de vague de soucoupes au moment de la panique américaine à propos de l'adaptation radiophonique d'Orson Welles en 1938 de La Guerre des mondes. Il conclut que la naissance, la croissance et l'expansion d'une vague d'ovnis sont un phénomène objectif indépendant de l'influence consciente ou inconsciente des témoins et de leurs réactions. La première observation médiatisée aux États-Unis a eu lieu en juin 1947, lorsque Kenneth Arnold, un homme d'affaires pilotant son propre avion, a vu 9 objets en forme de disque, ressemblant à des soucoupes, volant près du mont Rainier dans l'État de Washington. Les journaux ont repris l'histoire et l'ère des soucoupes volantes a commencé. Fait intéressant, cependant, ce n'était pas du tout la première observation américaine. D'autres observations non publiées avaient été faites dans les mois précédents. Il y avait également eu une vague d'ovnis avec 50 rapports en Hongrie au début de juin. Par conséquent, les observations de 1947 ne peuvent pas toutes être attribuées à l'hystérie autour de l'incident d'Arnold.
Il y a eu un certain nombre d'autres observations dans la vague américaine au cours de la même année, principalement en juin, en juillet et en août. Bien que certains journaux aient spéculé sur les visiteurs interplanétaires, ces observations ont été prises au sérieux par les scientifiques, qui ont supposé qu'elles étaient le résultat d'une technologie humaine avancée, très probablement d'origine américaine, ou éventuellement russe. Une deuxième vague s'est produite en juillet 1948 avec des observations en Amérique et en France. Aux États-Unis, les pilotes d'un avion DC-3 d'Eastern Airlines ont observé de nuit un engin en forme de torpille, avec 2 rangées de hublots entourés d'une lueur bleue et avec une queue de flamme orange, qui manœuvra pour éviter la collision et disparut. En août de la même année, il y eut de nombreuses observations à Saïgon et dans d'autres parties de l'Asie du Sud-Est d'un long objet ressemblant à un poisson. L'année 1949 a vu des rapports d'étranges disques et sphères en Suède et davantage d'ovnis en Amérique, y compris 2 observations par des observateurs astronomiques instruits. De petites vagues d'ovnis, ainsi que des observations isolées, se sont poursuivies en 1950 et 1951, en particulier aux États-Unis, mais aussi en Europe. En 1952, la première véritable vague internationale d'ovnis s'est produite, avec de nombreuses observations aux États-Unis, en France et en Afrique du Nord. Au plus fort de la vague, 2 observations sensationnelles ont été faites au-dessus du Capitole et de la Maison-Blanche à Washington, D.C., une zone sous contrôle radar constant. En septembre, il y eut une vague englobant le Danemark, la Suède, le nord de l'Allemagne et la Pologne. Au même moment, en France, le premier atterrissage d'OVNI a été signalé avec une description de « petits hommes ». En 1953, il n'y a pas eu de vague, mais plutôt un certain nombre d'observations individuelles. Le plus remarquable s'est produit à Bismarck, dans le Dakota du Nord, où 4 objets ont plané et manœuvré au-dessus d'une station de filtrage la nuit pendant 3 heures. Le rapport officiel de cet événement se composait de plusieurs centaines de pages, avec les récits de nombreux témoins, principalement des pilotes et des militaires. L'année 1954 a vu la plus grande vague internationale à ce jour. La France a été littéralement inondée d'observations, avec des dizaines de rapports chaque jour en septembre, octobre et novembre. Dans la vague française, les problèmes auxquels sont confrontées les enquêtes scientifiques sérieuses sur les ovnis sont bien démontrés. Le phénomène était si intense, l'impact sur l'opinion publique si profond, la réaction des journaux si émotionnelle que les réflexes scientifiques étaient saturés bien avant qu'une enquête sérieuse puisse être organisée. En conséquence, aucun scientifique ne pouvait risquer sa réputation en étudiant ouvertement un phénomène aussi déformé émotionnellement. Les scientifiques français sont restés silencieux jusqu'à ce que la vague passe et meure. Pendant la vague française, les caractéristiques typiques des rencontres ultérieures d'OVNI étaient souvent présentes. Atterrissage d'OVNI, avec au moins quelques preuves circonstancielles de ceci, faisceau de lumière sortant de l'OVNI vers le témoin, arrêt des moteurs à proximité de l'endroit, des petits êtres étranges en scaphandre, des séquelles graves psychiques et physiques chez les témoins. Depuis 1954, de nombreuses observations ont été faites chaque année dans divers pays, avec de grandes vagues internationales en 1965, 1967, 1972 et 1973. Les observations ont été particulièrement nombreuses et profondes dans leurs effets dans les pays d'Amérique du Sud. L'enquête gouvernementale la plus connue sur les ovnis a été celle entreprise par l'armée de l'air américaine peu de temps après les premières observations américaines en 1947. Cette enquête, connue à partir de 1951 sous le nom de Projet Blue Book, a duré jusqu'en 1969, date à laquelle elle fut abandonnée sur recommandation du rapport Cohn-Dunn de 1968, le travail d'un comité scientifique dirigé par un physicien renommé de l'Université du Colorado. Les observateurs avertis du Blue Book et du comité Cohn-Dunn ont noté cependant qu'aucun d'eux ne prenait les phénomènes ovnis au sérieux
et que leur principale préoccupation était davantage la communication publique et l'explication des phénomènes aériens mystifiants afin de calmer les craintes du public à leurs propos. Certains groupes de chercheurs dans le domaine des soucoupes volantes ont affirmé que le gouvernement des États-Unis utilisait ces enquêtes comme une dissimulation de sa propre connaissance de la nature réelle des ovnis. Mais toutes les preuves indiquent que les enquêtes étaient simplement superficielles parce que les phénomènes n'étaient pas pris au sérieux. Surtout après que certaines des histoires étranges d'ovnis aient commencé à rendre le sujet désagréable pour les scientifiques. Dans son Report on Unidentified Flying Objects, aux éditions Ace Books, New York, 1956, pages 80 à 83, le premier directeur de Blue Book, le capitaine Edward Ruppelt admet, citation, « Si l'armée de l'air avait essayé de créer un écran de fumée, elle n'aurait pas pu faire un meilleur travail. Le problème a été abordé d'une manière délibérément confuse. Tout était évalué en partant du principe que les ovnis ne pouvaient pas exister. » Fin de citation. Le rapport Condon contient quelques explications classiques des ovnis. L'une d'elles, par exemple, déclare que cette observation inhabituelle devrait donc être classée dans la catégorie d'un phénomène presque certainement naturel qui est si rare qu'il n'a apparemment jamais été signalé auparavant, ni depuis. Dans son livre « The UFO Experience », A Scientific Inquiry, aux éditions Ballantine Books, New York, 1977, pages 215 à 219, l'astronome de l'Université du Nord-Ouest, J. Allen Hynek, consultant scientifique en chef de Blue Book pendant la plupart de ses 22 ans, appelle ouvertement le tout un projet pseudo-scientifique. Au cours de ses 22 années d'enquête, le Project Blue Book a recueilli plus de 12 000 cas de phénomènes aériens inouïs, dont 25% sont restés non identifiés, même après des explications souvent forcées. Des milliers d'autres cas ont été et sont en cours de collecte et d'enquête par des organisations privées aux États-Unis et dans d'autres pays, bien que presque toutes les organisations gouvernementales s'abstiennent de les commenter. En Union soviétique, le sujet a été mentionné pour la première fois publiquement, ce qui signifie avec l'approbation du gouvernement, en 1967, lorsque le docteur Félix Yurievitch Ziegel de l'Institut de l'aviation de Moscou, dans un article du magazine soviétique Smena, a déclaré que le radar soviétique a détecté des objets volants non identifiés sur une durée de 20 ans. Voir à ce propos l'article « UFOs, What Are They ?», publié dans le magazine Smena, 1967. Dans le même temps, il y a eu une conférence scientifique soviétique sur les civilisations spatiales, dirigée par l'astronome arménien Viktor Ambartsoumian, qui recommandait la réalisation d'une étude préliminaire des problèmes scientifiques et techniques de la communication avec ces civilisations, dont l'existence est tenue pour certaine. L'année suivante, cependant, le sujet des ovnis est devenu une fois de plus interdit en Union soviétique, et depuis lors, les scientifiques soviétiques n'ont fait part de leurs recherches et hypothèses aux scientifiques occidentaux que d'une manière non officielle. Aux États-Unis, le sujet des ovnis reste quelque peu interdit chez les militaires et les scientifiques. Mais ces dernières années, un nombre croissant, en particulier parmi les jeunes scientifiques, ont commencé à prendre le sujet au sérieux et à se réunir pour en discuter et suggérer des moyens de la recherche. Les docteurs Hynek et Vallée parlent d'un « collège invisible » de scientifiques qui s'intéressent maintenant activement aux phénomènes ovnis, bien que la plupart d'entre eux ne souhaitent pas que leur nom soit publiquement associé au sujet. Il y a bien sûr ceux qui continuent à nier complètement le phénomène, l'expliquant comme des perceptions erronées des objets naturels, des ballons, des avions, etc., sans parler des canulars et des projections psychologiques. L'un d'eux, Philip Klass, prend plaisir à démystifier les ovnis, à enquêter sur certaines des observations et à les démasquer soit en tant que phénomène naturel, soit comme fraude. Son étude, UFOs Explained, aux éditions Random House, New York, 1974, l'a convaincu que l'idée d'extraordinaires vaisseaux spatiaux d'une civilisation lointaine n'est qu'un conte de fées adapté à la mentalité adulte. De tels enquêteurs, à la tête dure, cependant, se limitent généralement au cas où la preuve physique réelle d'un ovni a été laissée.
les soi-disant rencontres rapprochées du deuxième type, comme nous le verrons plus loin, et même les défenseurs fervents de leur réalité sont forcés d'admettre qu'il y a très peu de cela, même dans les observations d'OVNI les plus convaincantes. Ce qui a persuadé un certain nombre de scientifiques ces dernières années de prendre les phénomènes au sérieux n'est pas la preuve physique de ceux-ci, mais le fait que de nombreuses personnes sérieuses et fiables ont vu quelque chose qui ne peut pas être expliqué et qui a souvent un effet puissant sur eux. Le Dr Hynek écrit à propos de son enquête « The UFO Experience », page 14, citation. « J'ai toujours eu le sentiment que je parlais à quelqu'un qui décrivait un événement très réel. Pour lui, cela représentait une expérience exceptionnelle, saisissante et pas du tout onirique, un événement pour lequel l'observateur n'était généralement pas du tout préparé. Quelque chose qui était vite reconnu comme étant au-delà de la compréhension. » Fin de citation. Cette combinaison d'une réalité souvent intense de la rencontre avec un ovni, en particulier dans les rencontres rapprochées, et d'une absence presque totale de preuves physiques de celle-ci, fait de l'enquête sur les ovnis non pas un examen des phénomènes physiques principalement, mais plutôt une enquête sur les témoignages humains de ceux-ci, leur crédibilité, leur cohérence, etc. Cela place déjà un peu l'enquête dans le domaine de la psychologie et suffit à nous faire dire que la recherche exclusive de preuves physiques est inadéquate. Cependant, l'opinion de Philip J. Klass, selon laquelle les extraordinaires vaisseaux spatiaux sont un conte de fées pour adultes, n'est peut-être pas loin de la vérité. Les observations faites sur les ovnis sont autre chose que l'interprétation que les gens font de leurs expériences ou celles des autres. Les premières pourraient être réelles, et la seconde un conte de fées ou un mythe de notre temps. Le Dr Hynek a fait beaucoup pour éliminer certaines des idées fausses courantes sur les observations d'OVNI. Ainsi, il précise que la plupart des observations d'OVNI ne sont pas rapportées par des individus sectaires, des personnes instables ou sans instruction. Les quelques rapports faits par ces personnes sont généralement facilement identifiés comme peu fiables et ne font pas l'objet d'une enquête plus approfondie. Mais les rapports les plus cohérents et les plus articulés proviennent de personnes normales et responsables, souvent avec une formation scientifique, qui sont véritablement surprises ou choquées par leur expérience et ne savent tout simplement pas comment l'expliquer. Plus l'expérience est forte et plus l'OVNI est vu de près, moins les témoins sont prêts à le rapporter. Les récits d'OVNI sont une collection d'histoires incroyables racontées par des personnes crédibles, comme l'a fait remarquer un général de l'armée de l'air. Il ne peut y avoir aucun doute raisonnable sur le fait qu'il y a quelque chose derrière les milliers de rapports d'OVNI sérieux. Le Dr Hynek, qui a étudié la question de manière plus approfondie que tout autre scientifique, a divisé les phénomènes OVNI en 6 catégories générales. Voir à ce propos The Hynek UFO Report, aux éditions Dell Publishing Co., New York, 1977. Voir également du même auteur The UFO Experience, A Scientific Inquiry, aux éditions Ballantine Books, New York, 1977. La première, lumière nocturne, est la plus souvent signalée et la moins étrange de toutes. La plupart de ces rapports sont facilement expliqués comme des corps célestes, des météores, etc., et ne sont pas considérés comme des ovnis. Les lumières nocturnes vraiment curieuses, celles qui restent non identifiées, qui semblent montrer une activité intelligente mais ne sont pas explicables comme des avions ordinaires, sont souvent vues par plusieurs témoins, y compris des policiers, des pilotes d'avion et des opérateurs de tours de contrôle. La deuxième catégorie d'OVNI est celle des disques diurnes, dont le comportement est proche de celui des lumières nocturnes. Ce sont les soucoupes volantes d'origine, et en fait, presque toutes les observations non identifiées dans cette catégorie sont des disques dont la forme varie de circulaire à tubulaire. Elles sont souvent d'apparence métallique et sont signalées comme capables de démarrage et d'arrêt extrêmement rapides et à grande vitesse, ainsi que de manœuvres telles que des inversions soudaines de direction et vols stationnaires qui dépassent la capacité de tout aéronef actuel. Il existe de nombreuses prétendues photographies de tels disques, mais aucune d'entre elles n'est très convaincante en raison de la distance et de la possibilité de trucage.
Comme les lumières nocturnes, les ovnis de cette catégorie sont presque toujours signalés comme étant totalement silencieux et parfois elles apparaissent en groupe. La troisième catégorie est celle des rapports détection par radar, c'est-à-dire des observations radar qui sont confirmées par une observation visuelle indépendante, le radar étant lui-même sujet à divers types d'observations erronées. La plupart de ces cas se produisent la nuit, et les meilleurs cas impliquent des observations simultanées par des avions, parfois délibérément envoyés pour suivre l'OVNI, à une distance assez proche. Dans ces cas, l'OVNI surpasse toujours l'avion, parfois en le suivant, et finalement disparaît dans un sursaut de vitesse jusqu'à 6000 km/h et plus. Parfois, comme dans les catégories 1 et 2 également, l'objet semble se diviser et devenir deux ou plusieurs objets distincts. Et parfois, des observations visuelles claires de tels objets par des pilotes en vol ne sont pas du tout confirmées par le radar. Les observations dans cette catégorie, tout comme dans les deux premières, durent de quelques minutes à plusieurs heures. Un certain nombre de cas appartenant aux trois premières catégories sont bien documentés, avec de nombreux témoins fiables, expérimentés et indépendants. Pourtant, tout cas, comme le note le docteur Hynek, pourrait être causé par un ensemble de circonstances extrêmement inhabituelles et non par un phénomène nouveau et totalement inconnu. Mais lorsque de nombreux cas bien documentés, tous similaires les uns aux autres, s'accumulent, les chances qu'ils soient tous causés par des perceptions erronées inhabituelles d'objets familiers deviennent très faibles. C'est pourquoi les enquêteurs sérieux sur les ovnis se concentrent maintenant sur la collecte d'un certain nombre de cas bien documentés, et la comparaison de nombre de témoignages fiables commence déjà à montrer des modèles précis d'activité des ovnis. La réponse émotionnelle de ceux qui ont été témoins d'ovnis des trois premières catégories est une simple surprise et perplexité. Ils ont vu quelque chose dont le comportement semble totalement inexplicable, et ils sont poussés par un fort désir de voir de plus près. Ce n'est que dans quelques cas, impliquant généralement des pilotes qui ont essayé de poursuivre les objets non identifiés, que quelque chose comme une vraie peur a été expérimentée lors des rencontres avec des objets qui semblent se diriger de façon intelligente et qui possèdent une technologie plus avancée que tout ce qui est connu aujourd'hui. Dans les cas impliquant des rencontres rapprochées, en revanche, la réponse humaine devient beaucoup plus profonde et le côté psychique du phénomène plus prononcé. Les rencontres rapprochées du premier type, ou CE1, sont des observations d'un objet lumineux à courte distance, environ 150 mètres ou moins, la lumière étant parfois très brillante et projetant un faisceau lumineux sur le sol en dessous. Lorsque la forme de l'objet est décrite, elle est généralement ovale, parfois avec un dôme sur le dessus, et les lumières tournent, généralement dans le sens anti-horaire. Les objets planent souvent près du sol, sans émettre des sons ou, occasionnellement, avec un bourdonnement, se déplaçant parfois près du sol sur des distances considérables et finissant par décoller extrêmement rapidement, sans bruit et généralement vers le haut. Il existe de nombreux récits à plusieurs témoins de ces rencontres rapprochées. Ces récits sont invariablement assez similaires les uns aux autres, comme s'il s'agissait bien d'un seul et même objet ou d'objets similaires qui est observé dans tous les cas bien documentés. En règle générale, ces cas se produisent la nuit dans des zones peu peuplées et il y a un petit nombre de témoins pour chaque observation, une moyenne de 3 à 4 dans les cas examinés par le docteur Hynek. Les rencontres rapprochées du premier type sont toujours impressionnantes et souvent effrayantes, mais ne laissent aucune trace visible. Les témoins sont généralement tellement submergés par l'expérience qu'ils négligent de prendre des photographies de l'objet même lorsqu'une caméra est à proximité. Ce commentaire dans un rapport d'OVNI de 1955 est typique de l'effet sur les témoins. Citation. « Je peux vous assurer que quiconque a vu un objet comme celui-ci de si près, si ce n'est que pendant une seule minute, il serait gravé dans leur mémoire pour toujours. » L'expérience est si inhabituelle que les témoins ne sont souvent pas crus lorsqu'ils la signalent, un fait qui amène beaucoup de personnes à ne la rapporter que de manière confidentielle, après de nombreuses années ou pas du tout. L'expérience est extrêmement réelle pour ceux qui la vivent, mais fortement incroyable pour les autres.
En 1966, dans l'État de l'Ohio, une rencontre rapprochée du premier type impliqua 2 shérifs du comté de Portage. Vers 5 heures du matin, le 16 avril, après s'être arrêtés pour enquêter sur une voiture garée sur une route de campagne, ils virent un objet aussi grand qu'une maison s'élevant au niveau de la cime des arbres, environ 30 mètres. À mesure qu'il s'approchait, il devenait de plus en plus lumineux, éclairant la zone tout autour, puis s'arrêta et plana au-dessus d'eux, avec un bourdonnement. Lorsqu'il s'est éloigné, ils l'ont poursuivi sur une centaine de kilomètres en Pennsylvanie, à des vitesses allant jusqu'à 170 km/h. 2 autres policiers ont clairement vu l'objet à une altitude plus élevée avant qu'il ne monte et disparaisse vers l'aube. La pression du Congrès a forcé Project Blue Book à enquêter sur cette affaire. Il a été expliqué comme une observation de Vénus, et les officiers qui l'ont vu ont été ridiculisés dans la presse, ce qui a conduit à l'éclatement de la famille d'un officier et à la ruine de sa santé et de sa carrière. Les tragédies personnelles de ce genre parmi les personnes qui ont eu des rencontres étroites avec des ovnis sont si courantes qu'elles devraient certainement être incluses dans les caractéristiques typiques de ce phénomène. Les rencontres rapprochées du 2e type, ou CE2, sont essentiellement similaires aux expériences CE1, à la seule différence qu'elles laissent un effet physique et ou psychologique saisissant de leur présence. Ces effets comprennent des marques sur le sol, la brûlure ou le saccage des plantes et des arbres, les interférences avec les circuits électriques provoquant de l'électricité statique et l'arrêt des moteurs d'automobile, l'inconfort des animaux comme manifesté par un comportement étrange et les effets sur les humains qui incluent une paralysie temporaire ou un engourdissement, une sensation de chaleur, de la nausée ou un autre inconfort, une apesanteur temporaire, pouvant aller jusqu'à la lévitation, des guérisons soudaines de plaies et de douleurs, et diverses séquelles psychologiques et physiques, y compris des marques étranges sur le corps. Ce type de rencontre d'OVNI offre le plus grand champ d'investigation scientifique potentiel, car en plus du témoignage humain, il existe des preuves physiques qui peuvent être examinées. Mais peu d'investigations ont été réellement entreprises, à la fois parce que la plupart des scientifiques ont peur de s'impliquer dans ce sujet, et parce que les preuves elles-mêmes sont généralement peu concluantes ou partiellement subjectives. Un catalogue de plus de 800 cas de ce type a été compilé dans 24 pays. Aucun morceau réel d'OVNI n'a jamais été authentifié, cependant, et les marques laissées sur le sol sont souvent aussi déroutantes que les observations elles-mêmes. Les traces les plus fréquentes laissées au sol après une observation, l'OVNI lui-même ayant été vu soit au sol soit juste au-dessus, sont une zone brûlée, asséchée ou déprimée en forme d'anneau, généralement de 6 à 9 mètres de diamètre et d'un demi-mètre à 1 mètre de profondeur. Ces anneaux persistent pendant des semaines ou des mois, et l'intérieur de l'anneau, et parfois tout le cercle, deviendrait stérile pendant une saison ou 2 après l'observation. Les quelques analyses chimiques du sol dans de tels anneaux n'ont produit aucune conclusion définitive quant à l'origine possible de ce phénomène. Les rencontres rapprochées du second type arrivent souvent la nuit sur des tronçons isolés de route. Dans de nombreux cas similaires, un objet brillant atterrit dans un champ à proximité ou sur la route devant une automobile ou un camion. Le moteur et les phares de l'automobile s'arrêtent et les occupants deviennent terrifiés jusqu'à ce que l'OVNI parte, s'élançant soudainement à la verticale sans un bruit. Le moteur du véhicule peut alors fonctionner à nouveau et se met souvent en marche tout seul. Les plus étranges de tous les rapports d'OVNI sont ceux qui traitent des rencontres rapprochées du 3e type, ou CE3, c'est-à-dire des expériences d'OVNI impliquant des êtres animés, occupants ou humanoïdes. La première pensée de beaucoup de gens en entendant de tels rapports est de se représenter des petits hommes verts et de rejeter le phénomène dans son intégralité comme impensable, un canular ou une hallucination. Cependant, le succès du récent film de science-fiction américain, nommé précisément d'après cette catégorie de phénomènes ovni, Rencontre du 3e type, pour lequel le Dr Hynek a servi de consultant technique, ainsi que la preuve du sondage Gallup de 1974,
montrant que 54% de ceux qui sont au courant des ovnis croient qu'ils sont réels, et 46% de tous ceux interrogés croient en une vie intelligente sur d'autres planètes. Le pourcentage aujourd'hui serait certainement plus grand. Souligne l'acceptation en croissance rapide par les hommes contemporains de la possibilité de rencontres réelles avec des intelligences non humaines. Voir à ce propos G. Allen Hynek et Jacques Vallée, The Edge of Reality, A Progress Report on Unidentified Flying Objects, aux éditions Henry Regnery Co., Chicago, 1975. La science-fiction a fourni les images, l'évolution a produit la philosophie, et la technologie de l'ère spatiale a apporté la plausibilité pour de telles rencontres. Étonnamment, ces rencontres semblent avoir lieu aujourd'hui, comme l'attestent les témoignages de nombreux témoins crédibles. L'interprétation qui doit être faite de ces événements est donc d'une importance cruciale. La réalité derrière cela est-elle un contact réel avec des visiteurs de l'espace, ou est-ce seulement une explication fournie par l'esprit des temps pour un contact d'un tout autre genre? Comme nous le verrons plus loin, les enquêteurs scientifiques spécialisés d'aujourd'hui ont déjà posé ces questions. Le docteur Hynek admet sa propre répugnance face à la possibilité d'expériences CE3. Citation. Pour être franc, j'omettrais volontiers cette partie si je le pouvais sans offenser l'intégrité scientifique. Fin de citation. Cependant, comme son but est l'objectivité scientifique, il lui est impossible d'ignorer les cas bien documentés de cet étrange phénomène provenant de témoins crédibles. Sur près de 1250 rencontres rapprochées rapportées dans un catalogue du docteur Jacques Vallée, 750 d'entre elles signalent le débarquement d'un engin, et plus de 300 mentionnent des humanoïdes dans ou à proximité de l'engin. Un tiers de tous ces rapports sont des affaires à témoins multiples. Dans un cas humanoïde, survenu en novembre 1961 dans l'un des États des plaines du nord des États-Unis, 4 hommes revenaient d'un voyage de chasse tard dans la nuit lorsque l'un d'eux a remarqué un objet illuminé qui descendait, comme si c'était un avion s'écrasant sur la route à environ 1 kilomètre de distance. Lorsqu'ils atteignirent le site de l'accident, les 4 hommes virent un engin en forme de silo dans un champ, enfoncé obliquement dans le sol, avec 4 figures apparemment humaines debout autour de lui à une distance d'environ 150 mètres. Ils éclairèrent l'un des personnages, qui mesurait environ 130 cm et portait ce qui ressemblait à une combinaison blanche. Ce dernier leur fit signe de rester en arrière. Après quelques hésitations, pensant toujours que c'était un accident d'avion, les 4 hommes se rendirent dans une ville voisine pour alerter un policier, et quand ils revinrent, ils ne trouvèrent que de petites lumières rouges, ressemblant à des feux d'automobile. Accompagnés de l'officier, ils conduisirent leur voiture à travers champs en suivant les lumières, pour les voir disparaître soudainement sans laisser aucune trace malgré le terrain boueux. Après le départ du policier perplexe, les hommes virent de nouveau le silo descendre du ciel avec une lueur rougeâtre. Immédiatement après que l'objet ait atterri, 2 personnages apparurent à proximité. Un coup de feu fut tiré, bien qu'aucun des hommes n'ait admis l'avoir tiré, et l'un des personnages fut frappé à l'épaule avec un bruit sourd, se retourna et tomba à genoux. Paniqués, les hommes coururent vers leur voiture et s'enfuirent, convenant entre eux de ne parler de l'incident à personne. Ils rentrèrent chez eux avec une étrange impression que toute une période de temps était manquante cette nuit-là. Le lendemain, l'un des hommes reçut la visite de plusieurs hommes d'apparence officielle bien soignés qui lui posèrent des questions sur l'incident, mais sans mentionner la fusillade, puis l'emmenèrent dans leur voiture jusqu'à son domicile, où ils l'interrogèrent sur ses vêtements et ses bottes, puis partirent, lui disant de ne rien dire de l'incident à qui que ce soit. Le chasseur a supposé que ces hommes étaient des enquêteurs de l'US Air Force essayant de dissimuler un nouveau dispositif secret, mais les hommes ne se sont jamais identifiés et ne l'ont plus jamais contacté. Les 4 hommes ont été extrêmement bouleversés par l'incident et 6 ans plus tard, l'un d'eux s'est senti obligé de raconter toute l'histoire à un agent du Trésor américain. Les principaux incidents de cette histoire sont typiques de nombreuses rencontres rapprochées du 3e type. Un cas un peu différent de ce genre est le fameux atterrissage d'OVNI à Kelly,
petite ville proche de Hopkinsville, dans le Kentucky, qui a fait l'objet d'une enquête approfondie par la police, l'armée de l'air et des chercheurs indépendants. Dans la soirée et la nuit du 21 août 1955, 7 adultes et 4 enfants d'un foyer rural eurent une longue rencontre avec des humanoïdes. L'incident commença à 7 heures, lorsque le fils adolescent de la famille vit un objet volant atterrir derrière la ferme. Personne ne le crut, mais 1 heure plus tard, un petit homme émettant une étrange lueur s'approcha de la maison, les mains levées. 2 des hommes de la maison, par peur, tirèrent sur la créature alors qu'elle était à 6 mètres. Elle sauta et disparut dans l'obscurité. Bientôt, une autre créature semblable apparut à une fenêtre. Les hommes tirèrent de nouveau dessus, et de nouveau elle disparut. En sortant, les hommes tirèrent sur une autre créature avec une main en forme de griffe qu'ils virent sur le toit. Une autre encore sur un arbre voisin plana jusqu'au sol quand elle fut touchée. D'autres créatures furent également vues et touchées, ou peut-être les mêmes créatures réapparaissant. Mais les hommes ont remarqué que les balles semblaient ricocher sur elles et n'avaient aucun effet réel. Le son était comme celui émis quand on tire dans un seau. Après avoir tiré 4 cartons de balles sans effet, les 11 personnes, profondément terrifiées, se rendirent au poste de police de Hopkinsville. La police arriva à la ferme après minuit et fouilla minutieusement les lieux, trouvant quelques marques inhabituelles et apercevant plusieurs étranges météores qui vinrent en direction de la ferme, mais ne découvrirent aucune créature. Après le départ de la police, les créatures réapparurent, provoquant plus de consternation encore dans la maison. Les humanoïdes, dans ce cas, ont été décrits comme mesurant environ 120 cm de haut, avec des mains et des yeux énormes, sans pupilles ni paupières, de grandes oreilles pointues et des bras qui pendaient au sol. Ils semblaient n'avoir aucun vêtement, mais être recouverts d'une pellicule métallique. Ils ont toujours approché la maison du côté le plus sombre et ne se sont pas approchés lorsque les lumières extérieures étaient allumées. Le docteur Hynek fait une distinction nette entre les cas de rencontres rapprochées du 3e type et les cas de contactés. Les contactés ont des rencontres répétées avec des êtres ovnis, apportant souvent de leur part des messages pseudo-religieux sur des êtres hautement évolués habitant d'autres planètes qui sont sur le point de venir apporter la paix sur Terre et sont souvent liés au culte religieux ovni. Les expériences ordinaires de CE3, en revanche, sont en général très similaires aux autres rencontres rapprochées. Elles arrivent à des personnes ayant des professions et une fiabilité similaires, sont tout aussi inattendues et produisent le même genre de choc à la vue de quelque chose d'aussi extraordinaire. Les occupants qui sont vus, généralement de près, sont souvent signalés comme ramassant des échantillons de terre et de roches, montrant un intérêt apparent pour les installations humaines et les véhicules, ou réparant leurs propres engins. Les humanoïdes sont décrits comme ayant de grandes têtes avec des traits peu humains, pas d'yeux ou de grands yeux largement espacés, nez petits ou absents, une fente nue à la place de la bouche, des jambes grêles, pas de cou. Certains seraient de taille humaine, d'autres d'environ 1 mètre de hauteur, comme dans l'incident de Kelly Hopkinsville. Récemment, un nouveau catalogue de plus de 1000 cas CE3 a été compilé. Il y a eu un certain nombre de cas sérieux, rapportés par des personnes apparemment fiables, d'enlèvement par des occupants d'OVNI, généralement à des fins de test. Presque toutes les preuves de ces cas, si l'on exclut les contactés, ont été obtenues par hypnose régressive. L'expérience est si traumatisante pour les témoins que l'esprit conscient ne s'en souvient pas, et ce n'est que quelque temps plus tard que ces personnes acceptent d'être hypnotisées afin d'expliquer un mystérieux trou temporel en relation avec leur expérience de rencontres rapprochées. La partie initiale demeure dans leur mémoire consciente. L'un des cas d'enlèvement les plus connus s'est produit vers minuit, le 19 septembre 1961, près de Whitfield, dans le New Hampshire. Il a fait l'objet d'un livre de John Fuller intitulé « The Interrupted Journey », publié sous une forme abrégée dans le magazine Look.
Cette nuit-là, Barney et Betty Hill revenaient d'un voyage de vacances quand ils virent un ovni descendre et se poser juste devant leur voiture sur une route secondaire. Des humanoïdes les approchèrent, et ils ne se rappellent que s'être retrouvés 2 heures plus tard, 45 km plus loin sur la route. Cette amnésie les perturba, conduisant à des troubles physiques et mentaux, et finalement, ils allèrent voir un psychiatre. Sous hypnose, ils racontèrent tous deux indépendamment ce qui s'était passé pendant le laps de temps manquant. Tous deux déclarèrent avoir été emmenés à bord du vaisseau par les humanoïdes et avoir subi des examens physiques avec prélèvements sur les ongles et la peau. Ils ont été libérés après avoir reçu la suggestion hypnotique qu'ils oublieraient tout de l'expérience. Sous hypnose, ils ont rapporté l'expérience avec une grande perturbation émotionnelle. Dans un cas similaire, à 2h30 du matin le 3 décembre 1967, un policier d'Ashland, dans le Nebraska, vit sur la route un objet doté d'une rangée de lumières clignotantes qui s'envola quand il s'en approcha. Il signala une soucoupe volante à ses supérieurs et rentra chez lui avec un grand mal de tête, un bourdonnement dans les oreilles et une marque rouge sous l'oreille gauche. Plus tard, on découvrit qu'il y avait eu une période de 20 minutes cette nuit-là dont il ne se souvenait absolument pas. Sous hypnose, il révéla qu'il avait suivi l'OVNI, qui atterrit de nouveau. Les occupants lui lancèrent une lumière vive, puis l'emmenèrent à bord de leur engin, où il vit des panneaux de commande et des machines ressemblant à des ordinateurs. Un ingénieur en France avait vu quelque chose de similaire lorsqu'il avait été lui-même enlevé pour une durée de 18 jours. Les humanoïdes, vêtus d'une combinaison pourvue d'un emblème de serpent ailé, dirent aux policiers qu'ils venaient d'une galaxie voisine, avaient des bases aux États-Unis et faisaient fonctionner leur engin par électromagnétisme inverse, qu'ils contactaient les gens par hasard et voulaient les intriguer. Puis ils le relâchèrent, lui disant de ne pas en parler autour de lui. À première vue, de tels incidents semblent tout simplement incroyables, comme des cas étranges d'hallucination ou d'imagination désordonnée. Mais il y en a eu trop maintenant pour les rejeter si facilement. En tant que rapport de rencontre avec des avions physiques réels, certes, ils ne sont pas très convaincants. De plus, les psychiatres eux-mêmes avertissent que les résultats de l'hypnose régressive sont très incertains. La personne hypnotisée n'est souvent pas capable de faire la distinction entre les expériences réelles et les suggestions plantées dans son esprit, que ce soit par l'hypnotiseur ou par quelqu'un d'autre au moment de la supposée rencontre rapprochée. Mais même si ces expériences ne sont pas entièrement réelles en tant que phénomènes objectifs dans l'espace et dans le temps, le fait même que tant d'entre elles aient été implantées dans l'esprit humain ces dernières années est déjà suffisamment significatif. Il y a sans aucun doute quelque chose derrière les expériences d'enlèvement aussi. Et récemment, les enquêteurs sur les ovnis ont commencé à chercher dans une direction différente pour une explication à leur sujet. De telles expériences, et en particulier les rencontres rapprochées des années 70, sont visiblement liées à des phénomènes paranormaux ou occultes. Les gens ont parfois des rêves étranges juste avant de voir des ovnis, ou entendent des coups à la porte de leur résidence quand personne n'est là, ou ont des visiteurs étranges après. Certains témoins reçoivent des messages télépathiques d'occupants d'ovnis. Les ovnis se matérialisent et se dématérialisent parfois tout simplement au lieu de se déplacer à grande vitesse. Parfois, des guérisons miraculeuses se produisent en leur présence ou lorsqu'on est exposé à leur lumière. Voir à ce sujet le livre de Jacques Vallée, The Invisible College, aux éditions E.P. Dutton, New York, 1975, pages 17 à 21. Cependant, comme le rapporte John A. Keel dans son livre UFOs, Operation Trojan Horse, aux éditions G.P. Putnam's Sons, New York, 1970, les rencontres rapprochées avec les ovnis ont également entraîné la leucémie et le mal des rayons. Il y a également souvent des effets psychologiques tragiques, comme la détérioration de la personnalité, la folie, voire le suicide. L'augmentation de la composante psychique dans les observations d'ovnis a conduit les chercheurs à rechercher des similitudes entre les expériences d'ovnis et les phénomènes occultes, et à chercher la clé pour comprendre les ovnis dans les effets psychiques qu'ils produisent. De nombreux chercheurs notent la similitude entre les phénomènes ovnis
et le spiritisme du XIXe siècle, qui combinait également des phénomènes psychiques avec des effets physiques étranges, mais avec une technologie plus primitive. En général, les années 70 ont vu un rétrécissement de l'écart entre les phénomènes normaux des ovnis du passé et les cultes des ovnis, conformément à la réceptivité accrue de l'humanité aux pratiques occultes pendant cette décennie.